Bonjour à tous mes chers amis, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Nous, ça dit qu'on va procéder aujourd'hui à la 3e interview de la chaîne. Alors c'est un moment que j'attendais vraiment particulièrement. Quand je pensais à ce concept, je pensais à 7 invités, mais aujourd'hui, c'est vraiment la spécificité de cette interview. Je n'ai pas un, mais 2 invités qui sont avec moi. Alors nous avons ici Galina Kristeva, qui est en notre compagnie, et Bertrand Daniels. Bonjour mes chers amis. Bonjour. Bonjour. Bienvenue en tout cas sur la chaîne où on va un petit peu parler aujourd'hui de vous, de votre histoire. Je pense que vous avez énormément de choses à nous raconter et d'avance déjà, je vous remercie à tous les deux d'être présents. Un grand plaisir. Sur la chaîne. Ça va? Bien installé? Ça va. On est prêt. Magnifique. On est dans un tout nouveau décor. J'ai la chance aujourd'hui d'être accueilli chez mes chers amis. On se connaît, hein. Bon, on avait dit que maintenant depuis plusieurs années, donc mais l'histoire est vraiment super intéressante et donc on va s'installer tout doucement et commencer l'interview. Alors, nous avons, au cas où, en fond, votre bébichou Alex, qui nous regarde derrière la caméra. Et donc, s'il y a quelques petits bruits de bébé, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas, il fera sûrement partie, il donnera son avis en tout cas dans cette interview. Alors, avant de commencer, vous connaissez un petit peu le concept de l'émission. On commence toujours par la présentation de la boisson de l'invité. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi, mes chers amis? Aujourd'hui, nous, on a choisi de l'Orval. De l'Orval. Mais le problème, c'est que j'ai pas les verres Orval, du coup. Écoute, on m'excusera, mais la boisson sera toujours aussi bonne. On t'en tiendra par rigueur et madame est au coca. Un petit coca. Un petit coca, c'est parfait. Allez, on peut se faire santé pour lancer cette 3e émission. Santé. Mes chers amis, bienvenue et écoutez, on va tout doucement partir. Voilà, alors, on va lancer tout d'abord cette émission par une petite présentation de votre CV à tous les deux. Est-ce que vous pouvez, on a déjà dit voilà, votre nom, votre prénom, me donner votre âge à tous les deux? Je suis une petite vieille madame à 37 ans. 37 ans. Je préviens déjà les gens que je suis une bulgare. Voilà. Bulgare, voilà. C'est vrai, j'aurais peut-être pu commencer par la nationalité. Pour ça, c'est l'accent qui est là et voilà. Parfait. C'est juste pour expliquer pourquoi le petit R est présent. Voilà, c'est un accent qui a son charme, hein. Je veux dire, on va apprécier en tout cas tout c'est cela. Un accent qu'on ne cache pas. Voilà, donc tu es bulgare et tu as 37 ans. Voilà. Et toi, mon cher ami Bertrand? Moi, j'ai 33 ans et je suis belge. Et tu es belge. Ouais. Parfait. Alors, quelles sont vos professions à tous les deux? Je suis dans l'accessibilité digitale pour l'instant, oui. Mais à la base, je suis traductrice comme université, comme voilà. Mon chemin universitaire, c'est des études en traduction, domaine de traduction et histoire des Balkans. D'accord. Alors, des langues traduction, quelle langue tu as fait? Polonais et bulgare. Magnifique. Et toi, Bertrand? Moi, je suis indépendant avec mon frère et ma sœur dans les machines agricoles. Dans les machines agricoles. Exactement. Super ça. Tu t'amuses bien, ça va? Ça va. C'est chouette. C'est toujours du travail, mais ça va, c'est bien. Allez, quelque chose qui me plaît. Vous avez déjà là, il y aurait plein de matières à discuter hein, sur vos boulots respectifs, mais bon, on n'est pas là pour ça. Enfin, je veux dire, on reviendra peut-être plus tard, hein, mais on verra après un peu plus tard dans l'émission. C'est un thème vraiment particulier que nous avons décidé d'aborder ensemble aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu me donner votre lien avec le monde de l'handicap? Nous deux, on est déficients visuels, malgré qu'on n'aime pas cette déficience. Oui. Déficient, pas la déficience. Oui. Je précise. Voilà, on est comme on est, mais le
fait est que moi je vois rien et lui voit un tout petit peu. Ouais, je vois un petit peu de l'œil droit. Depuis. J'ai perdu un œil il y a 5-6 ans, je crois. Mais j'ai toujours été malvoyant. T'as toujours été malvoyant? J'ai pas perdu de la vision au fur et à mesure des années. D'accord, ok. Et toi, Galina, aussi de naissance? Non, moi je suis née avec une vision normale, mais ensuite une rétinoblastome qui est arrivée à l'âge de 3 ans. D'accord. J'ai perdu. Voilà. J'ai perdu L'usage. tout. Ouais. L'usage. La vision. D'accord. Ok. Pour un petit peu vos hobbies dans la vie de tous les jours, quels sont vos hobbies à tous les deux? Du coup, moi je suis pas un grand sportif, mais je pense que tu en as parlé dans la vidéo avec Farid. Oui. J'ai fait du torbal, Tu fais du torbal? j'ai fait du cécifoot et maintenant on commence à faire du goalball. Oui. J'aime beaucoup sortir avec des amis, aller boire quelques petits verres, et puis sortir dans la ville. Et, sinon, Profiter de la vie. exactement. Moi, on n'est pas cinéphile, Non. voilà, mais passer du bon temps. Et puis, vu qu'on a 2 enfants, je pense que ça va venir plus tard dans la vidéo, on va en parler, mais sortir avec les enfants, quoi. Donc, Ça vous occupe voilà, déjà pas mal. ça prend déjà beaucoup de temps. D'accord. Galina, tu as d'autres hobbies éventuellement que Bertrand? Ou c'est à peu près? Oui, je partage ces hobbies, plus que j'adore lire des livres, j'aime bien voyager, aller au théâtre, un peu de côté culturel qu'il n'a pas mentionné, mais quand même, C'est vrai on qu'on aime bien va faire de temps en temps au théâtre. Ouais. ça. C'est assez varié en tout cas. Ouais. Voilà, on ne s'embête pas. Et aller au restaurant. C'est vrai qu'on aime bien aller au restaurant. On aime bien de se faire petit plaisir. Ouais, des petits plaisirs. Ça tombe bien parce que c'était la question suivante. Si vous aviez un plat un petit peu gastronomique, enfin quelque chose que vous affectionnez en tout cas particulièrement en termes de gastronomie. Gastronomie, on aime bien juste bien manger, on aime bien préparer à manger. Oui. Et Mais un plat que tu Moi, si je dois dire un plat, j'aime bien la viande, donc une bonne entrecôte. Un bon viandard. Oui, donc une bonne entrecôte avec des bonnes frites. C'est cliché, mais ça passe tout seul. c'est une bonne salade. Une bonne salade. D'accord. Je ne suis une grande fan de la viande. Une petite boisson pour accompagner le tout. Une bonne bière. Une bonne bière. Exact. Quelle bière? Il y en a ouais. beaucoup qui sont bons. Ouais, ça serait qu'il y en a beaucoup. donc, C'est compliqué comme question. C'est pas Un possible Orval, de du coup. mentionner une. Aussi, ouais. Moi, je pas. peux dire. Un petit- Moi, on aime bien prendre du vin aussi. Quand On aime bien, mange au restaurant, une bonne bouteille. Voilà. On est ouvert d'essayer de nouvelles choses. Très bien. Alors, vous savez que je parle régulièrement de football, un peu avec mon ami Faridinho sur la chaîne. Est-ce que vous affectionnez le foot ou pas du tout? Ah oui, depuis toute petite, C'est vrai? j'aime bien. Je suivais toutes les coupes de monde d'Europe. Oui. Ça, quand j'étais un peu plus jeune, maintenant. Est-ce que tu supportes une équipe, peut-être en Bulgarie? Oui, Levski. Levski? Oui. D'accord. Magnifique. En Angleterre, Man United et Barcelone. Ah ben ça fait de très beaux noms en tout cas. Et toi Bertrand? Je suis pas un grand fan de Non, foot, pas moi. spécialement. Je suis plus fan de l'ambiance. L'ambiance au stade. footballistique Ouais. de la troisième mi-temps. Exactement. Mais sinon, les gros tournois, oui, les Coupes d'Europe. Coupe du Monde, Coupe du t'as suivi un petit peu la Belgique. Voilà, exact. Mais pas plus fan que ça. Allez, super. Ben écoutez, voilà, c'est une petite présentation un petit peu globale hein, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, si je vous ai invité aujourd'hui, hein, c'est un petit peu pour un petit peu partager votre expérience de parents étant déficients visuels. Et donc, c'était un petit peu voilà, l'idée de discuter un peu ensemble. Comment est-ce qu'on devient parent en étant déficient visuel? Est-ce qu'il y a des inquiétudes? Est-ce qu'il y a des adaptations? On va essayer de développer ça un petit peu à son aise. Mais donc, j'ai pas précisé, mais vous avez actuellement 2 enfants, c'est ça? Oui, c'est ça. Une petite fille, On a Émilie qui a 6 ans Oui. et Alexandre qui vient d'avoir 1 an. et Alexandre qui vient d'avoir 1 an. D'accord. Donc, pour recommencer un petit peu à la base de votre histoire, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble maintenant? 10 ans. 10 ans, voilà. Vous avez eu donc Émilie il y a 6 ans. Oui. Est-ce que vous pourriez un petit peu me parler de, là, un peu avant Émilie,
le moment où vous avez un petit peu décidé d'avoir un enfant, de construire une famille. Est-ce que vous avez eu des petites inquiétudes ou alors est-ce que c'était pour vous une évidence et vous avez décidé de vous lancer dans la paternité? Qui commence? Je pense la première question qu'on s'est posée tous les deux, et c'est à quoi on voulait vraiment faire attention, c'était que les enfants soient tous les deux voyants. Oui. Donc on ne voulait pas leur transmettre la maladie. Donc la première chose qu'on a dû faire, c'est des tests génétiques Oui. pour voir les chances qu'ils ont d'attraper notre maladie. C'est ça, parce qu'ils avaient potentiellement le risque. On ne le savait pas déjà de base. D'accord, donc oui. On ne connaissait pas les chances. Donc il faut faire des moi c'est génétique, Galina c'est un cancer, mais il faut faire des tests. Et alors on sait voir pour l'un et pour l'autre potentiellement les chances qu'ils l'attrapent. C'est ça. Et après ça... Et donc vous avez fait une batterie de tests. Ouais. Et du coup, après ça, on s'est rendu compte qu'un de nous deux avait beaucoup de chances de donner sa maladie aux enfants. Oui. Donc là, ça a commencé à devenir compliqué, mais on a voulu le faire in vitro. Oui. Donc c'est tout un cheminement. Il faut d'abord aller voir des psychologues. Il faut déjà trouver l'hôpital qui le fait. C'est juste pour expliquer que l'in vitro, c'est pour faire juste parce qu'avec cette méthode, on sait éviter et prévoir est-ce que l'embryon va être malade ou pas. Ça, c'est avec le dépistage. Oui, voilà, on sait vérifier quand on a les embryons, on sait vérifier s'ils sont porteurs ou pas de la maladie. Du gène qui serait potentiellement... Avant d'être implanté dans l'utérus, ils peuvent être investigués. Est-ce qu'ils sont malades ou pas? D'accord. Et donc, vous vous êtes dit... étant sûr en tout cas que de ne pas vouloir donner le risque en tout cas que vos enfants aient les mêmes soucis, soient porteurs. Oui. Voilà, vous avez donc décidé de partir sur une fécondation. On était d'accord tous les deux qu'on voulait pas, on voulait tout faire pour qu'il n'y ait pas. Quoi. C'est ça. Et donc vous avez, pour votre premier enfant, lancé les démarches de la fécondation in vitro. Ouais. Oui. D'accord. Qu'est-ce que ça a donné donc Du coup, oui, il y a tout un cheminement, c'est un autre... on va peut-être pas le développer, mais c'est très long. Et au final, ça n'a pas fonctionné. Après, Émilie, c'est combien de tests? En fait, on n'a même pas arrivé à l'in vitro parce qu'on avait déjà un rendez-vous pour toute première avec le médecin qui fait ça. Mais entre-temps, elle était faite naturellement déjà. Et on s'est lancé directement dans le dépistage pendant la grossesse. Que du coup, donc vous l'avez eu naturellement finalement. Oui, parce qu'on avait une explication qu'on peut se faire dépister pendant la grossesse aussi, mais il faut attendre la 11e semaine de la grossesse. Et ça prend après 2 semaines d'attente pour savoir le résultat de test. Donc et comment ça se passe le test même, c'est une... on aspire un petit peu de la liquide amniotique et ça prend des parties ADN d'embryon. Voilà, c'est comme ça que les biologistes peuvent voir est-ce que le bébé est porteur ou pas d'handicap. D'accord. Et après les 2 semaines, quand tu as ton résultat, tu fais ton choix. Si vous décidez de garder l'enfant ou pas. Oui, et nous on était vraiment... On avait une grande pression au niveau du corps médical. Est-ce qu'on garde ou pas l'enfant s'il est malade? Parce que là, le corps médical te met vraiment une pression de dire si tu ne gardes pas l'enfant, tu peux ne plus être accepté dans l'hôpital pour d'autres démarches par rapport aux enfants. Mais on a eu beaucoup de chance, le test était bon. Le test était positif. On n'a pas dû faire votre premier enfant n'a pas eu... Voilà. Et, pour juste en revenir au choix, parce que on en avait déjà un petit peu parlé. Pour vous, c'était clair, si l'enfant donc était porteur de l'handicap, vous auriez pris la décision de ne pas le garder. Et oui et non, parce qu'on l'a pris, mais une fois qu'on le bébé est là,
tu penses autrement. C'est ça. Si le Ça test doit pas être évident. Ouais, voilà, si le test disait, voilà, ton bébé est porteur d'un handicap, qu'est-ce que tu fais? Oui. On n'a pas dû se savait poser la pas. question finalement. Forcément. Heureusement, on a eu la chance. Mais est-ce que vous étiez préparé à cette éventualité? Je pense pas qu'on ait jamais Je vraiment... pense pas qu'on était vraiment. Non. Dans nos têtes, on a dit oui, on va les faire, ouais, mais voilà. Est-ce qu'on l'aurait vraiment fait au final? C'est difficile. on ne peut pas savoir parce qu'heureusement, on n'a pas eu cette Voilà, il y a eu de situation. la chance. Eh bien écoutez, voilà, Ouais. c'est déjà effectivement un premier témoignage. Mais on très, peut très dire fort, que ces 2 semaines d'attente ont été les semaines les plus longues. c'est ça, pour c'est les nous. 2 semaines les plus longues de votre vie où on s'imagine un peu tout et n'importe quoi comme scénario. Absolument. Du coup, quand on vous a annoncé la bonne nouvelle, j'imagine Ah, t'es que content, ouais. Ah Bah, déjà, ouais. quand t'as l'appel... vous avez été libérés tous les deux. Parce qu'eux, ils peuvent pas te donner les résultats par téléphone, ils doivent te voir en visu, les 2 parents en même temps. D'accord, Donc au téléphone, ils te disent, voilà, on a les résultats, venez à l'hôpital, quoi. c'est ça. Et donc Et, là, c'est dites-nous quelque chose. Non, on peut pas. Oui, on peut faut pas. venir, quoi. On a Ouais. un tout petit peu senti que, Ouais, mais ça, on peut jamais être c'est une vraiment- bonne, Une bonne nouvelle, nouvelle. mais avant de l'entendre, Donc voilà, tu vas dormir le soir, le lendemain tu te réveilles, Oh, ça tu vas va. jusqu'à Bruxelles. Et donc là, à partir de ce moment-là, vous vous êtes libérés un petit peu et là vous vous êtes dit tous les deux, ça y est, on va Ça on devient va une être parents, grossesse on générale. s'est lancé. le train est lancé entre Ouais, guillemets et c'est parti quoi. on devient. On a eu après un suivi comme Classique. tous les autres parents, quoi, Ici à Mons, à l'hôpital d'Anvers. Vous avez, voilà, là vous avez pu prendre vos démarches avec le gynéco et entamer la grossesse comme tout le monde entre guillemets. voilà. Oui. Ok. Et ensuite, un petit peu par rapport à tout ça, une fois que la grossesse est lancée, est-ce qu'il y a des choses particulières qu'on doit adapter par rapport à un couple traditionnel? Par exemple, c'est tout bête, mais quand on va voir peut-être les premières échographies, forcément pour vous c'est peut-être un petit peu compliqué. Comment vous avez vécu tout ça? Ils font déjà quand on fait l'échographie, ils peuvent te faire écouter le cœur du bébé. Oui. Donc ça, ils le font quand même écouter peut-être un peu plus régulièrement que des parents qui voient. Ça a été ça pour vous un peu votre voilà. Ouais, gros donc, moment C'est fort? la première fois que tu entends le cœur du C'est bébé. ça, c'est parce que je pense que beaucoup de couples ont plus l'image de de la l'échographie voix. que vous, voilà, ça a été ça, L'entendre, ça a été quoi. l'entente Ouais. du cœur de votre premier Mais bébé. sinon, c'est vraiment décrire comment est mis le bébé dans le ventre, parce que comme à l'échographie, tu as une espèce de capteur qu'ils mettent sur le ventre, qui déplace. Donc ça veut dire, voilà, du côté droit, tu as la tête, et puis tu as les jambes. Et si le bébé est dos ou face... Et le gynéco nous a expliqué assez bien tout ça. Ouais, vous êtes tombé sur quelqu'un qui a pris le temps de bien t'expliquer à toi, par Ouais. exemple, Galina. Absolument. Voilà, c'était pas trop. Non, on était vraiment T'es- très bien Tu suivis. t'es senti en À l'aise. confiance. Ouais. Oui, oui, absolument. À part ça, il n'y a rien de Rien de mis en particulier. place. Non. Sinon, Pour rien plus mettre. tard dans la grossesse, on se retournait vers l'association respective qui travaille avec les gens aveugles. Et finalement, on était suivis par la Ligue Braille, Oui. juste au niveau de projet de parentalité, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre à place au niveau de comment on peut Après la manipuler le naissance, quoi. bébé. C'est Oui, ça. après la naissance, mais c'est juste pour qu'on ait une petite idée, déjà quand le bébé est là et on se retrouve seul à la maison, comment Oui, on comment peut on fait gérer pour notre gérer quotidien. Et ça, comment ça s'est passé? Si vous savez un petit peu nous expliquer qu'est-ce que vous avez fait concrètement avec eux? Donc c'était à la Ligue on avait Braille? des rendez-vous à la Ligue Braille. Des rendez-vous réguliers? On a eu peut-être 6-7 quatre- séances. ouais, voilà. Si cette séance, combien de temps avant la naissance? Ouais, ça c'est presque à la fin. on va Oui, dire. Ouais. c'est ça, on était Ouais, 2 quelques- mois. ouais, 2 mois avant. la fin, ouais. Avant la fin? Mais Ok. du coup, tu vas et alors là-bas, il y a Vous y allez à 2 en même temps? Oui, à deux. Ok. Il y avait 2 ergots qui. Et alors il y a 2 poupées et il n'y a pas de miracle, quoi. Tu testes sur des poupées. Donc, Oui, C'est ça, donc tu ils mettent- essayes ils de mettent mettre des en poupées. tristesse, ou comment le habiller. Ouais, voilà, c'est ça. Comment l'habiller? ouais, Comment comment le faire- retourner, Oui, comment le laver, comment le porter quand tu le mets dans une baignoire, D'accord. comment tu le portes quand tu te déplaces.
comme tu dois toujours avoir une main quand même pour te déplacer aussi, il faut le sécuriser quand tu... Oui, c'est ça, quand tu le déplaces, comme tu mets un petit peu ta main en avant. C'est ça. Ouais, non, mais c'est tous des petits détails qui ont clairement leur importance. Et vous vous êtes sentis à l'aise tous les deux dès le départ? Oui. Ça a été? C'était vraiment utile. Ouais, c'est ça. Après, quand le bébé était né, je pense qu'on a vraiment eu la différence. Vous vous êtes sentis à l'aise directement dès que le bébé est arrivé? C'était pas vraiment une surprise, quoi. On était déjà préparés à ce qui allait se passer, on va dire. D'accord. Et ils sont venus une fois à la maison, et ils ont regardé. Après la naissance, du coup? Non, avant la naissance. Avant la naissance. Donc ils regardaient, ils disaient voilà, la chambre est là, la salle de bain est ici, les déplacements qu'il faut faire avec l'enfant pour aller jusqu'à la salle de bain et revenir. Voir comment placer la table de change et des choses comme ça pour nous donner des petites astuces, quoi. Au niveau du matériel, il n'y avait rien, enfin c'est le matériel traditionnel, table de change, bain, il n'y avait absolument rien d'adapté. Mais on avait aussi été une fois à une séance dans un magasin où on vend les bébés, articles des bébés, on a fait une séance de portage. Ouais. Et donc là-bas, ils nous ont montré un peu tout ce qui existait, voir ce qui était le plus facile pour nous et adapté à chez nous, quoi. Je précise, je n'ai pas d'enfant, donc peut-être que parfois je vais poser des questions bêtes, ne m'en voulez pas. Mais par exemple, je sais que parfois, au tout début, au niveau du bain, il faut une certaine température qui soit respectée. Est-ce que vous aviez un thermomètre parlant, par exemple, pour vous indiquer la bonne température, ou alors on en a eu un, mais on n'a jamais... Vous n'en êtes pas plus utilisé que ça. Oui, c'est ça. Ouais, d'accord. C'était instinctivement, ça marchait assez bien. Ok. Peut-être juste avant parce que j'ai peut-être passé l'étape peut-être la plus importante, qui est finalement la naissance d'Émilie. Comment ça s'est un petit peu passé en quelques mots, ou paf, ça y est, on arrive à la fin, on va à l'hôpital pour l'accouchement, et voilà. Ça va un peu me partager, Galina. C'était une grossesse classique, tout à fait normale. Jamais eu mal, tout était bien. J'étais active jusqu'au dernier jour. Oui. Émilie arrivait vraiment à terme, au matin, comment c'était prévu. C'était un accouchement assez rapide. Je pense que c'est bien aussi de dire qu'on avait été voir aussi le corps médical à l'hôpital. Avant aussi? Avant, on était se présenter, ils nous ont montré les salles d'accouchement, les chambres. Ah oui, ok. Ils nous ont montré la chambre qu'on allait avoir, donc ils ont presque réservé la chambre pour nous. Oui. Donc on savait aussi où on allait arriver, quoi. On était vraiment à l'aise là-bas. Vous n'êtes pas arrivé en terrain inconnu. Avec nous, ils ont été très bien, très accueillants. Ils nous ont tout montré, quoi. Finalement, tout était bien préparé à l'avance pour le jour, le grand jour en tout cas. Et tout s'est vraiment bien passé. C'est bien parce que tout le monde était ouvert à l'hôpital, quoi. Tout le monde a pas joué le jeu, mais tout le monde nous a bien montré tout et ça s'est super bien passé. Toi, Bertrand, pendant l'accouchement, comment est-ce que tu as vécu ça? Est-ce que tu étais à côté de Galina? Oui, j'étais à côté. Les infirmières ont fait leur boulot. Et comment c'était pour toi un petit peu? Moi, je parlais beaucoup avec Galina. Est-ce que tu voyais un petit peu quelque chose? Non, c'est ça. Je voyais pas ce qui se passait, mais Galina m'expliquait et les infirmières aussi disaient à Galina et à moi comment le bébé se présentait, comment est-ce qu'il avançait. C'est ça. Mais voilà, et dès que le bébé est au monde, il est mis sur le ventre de la maman. Oui, et c'est là à partir de ce moment-là, voilà, on peut se rapprocher. C'est à ce moment-là où tu le découvres. On l'a découvert à deux. Vous l'avez découvert en même temps finalement, presque, où il était sous ton ventre. Ça doit être c'est un miracle. C'est vrai. C'est un des plus beaux moments, j'imagine. Le premier moment c'est encore une fois cliché, mais avant de vivre en vrai, on ne s'imagine pas. C'est ça. On n'est jamais finalement prêt à ce moment qui est magique finalement. Oui, c'est ça. Et oui, c'est comme tu dis, on n'est jamais prêt. On ne sait pas se préparer à ça, quoi. Il n'y aura jamais de bon moment, donc voilà. Il arrive à ce moment-là, on a dû faire. Enfin, on prend les choses comment elles sont et c'était super. Et puis c'est parti, de toute façon il faut se lancer. Et puis, il ne te demande pas est-ce que tu es prêt ou pas. Non, voilà.
Ensuite, voilà, donc Émilie qui est parmi vous. Comment s'est passé le premier mois, on va dire, les premiers gestes, enfin, vous avez déjà un petit peu dit voilà, tout. Là-bas, déjà, l'hôpital a bien voulu qu'on reste un peu plus que normal. Encore un jour en plus. Encore un jour en plus. Donc, on se familiarise bien avec le bébé, que je commence à allaiter correctement, que tout s'est mis à place pour que ça marche bien. Les infirmières nous ont bien montré, à aider Galina à allaiter, comment le laver, avec l'enfant, quoi. C'est ça. En vrai, parce que c'est une autre chose. Au niveau d'allaiter, ça a été compliqué pour toi ou ça a été très facile aussi? C'était facile, c'était bien. C'était assez simple. Oui. On était bien suivis et finalement ça marchait bien. Super. Petite question qui me vient à l'esprit, peut-être même avant tout ça, j'ai oublié de le mentionner, mais comment on réagit un peu vos familles respectives par rapport à ce moment où vous avez décidé d'avoir votre famille? Est-ce qu'ils ont eu des inquiétudes ou ils vous ont encouragé, en tout cas Je pense qu'au début, pour eux, c'était aussi un petit peu du stress parce qu'on expliquait que les maladies transmissibles 50-50, c'est quand même un peu... ça fait peur. C'est vrai. Mais une fois qu'on a dit que la grossesse, c'est une grossesse normale et que le bébé, il n'est pas porteur d'handicap, je pense que tout le monde était un peu détendu. Et une fois le bébé est arrivé... tout le monde est content, quoi. Oui, c'est ça. bien sûr. On n'a jamais eu de pression. Jamais. Non. De ton côté aussi. Ouais, pareil. Mais ils nous ont jamais dit faites attention ou alors il faut essayer d'avoir beaucoup d'aide. Enfin, ils nous faisaient déjà confiance avant, donc. Et après, ils ont vu qu'on s'est débrouillé assez bien. Bah oui, voilà. Ça, on n'a jamais eu. Et donc ça s'est tout de suite très bien passé. Et puis toute la famille était bien contente. En tout cas. Oui, absolument. Ok. Pour continuer un petit peu, voilà, bébé commence à grandir. Il y a les premiers moments où il commence à se déplacer, à marcher à quatre pattes, se retrouver sur ses jambes. Par rapport à tout ça, est-ce que vous avez eu des difficultés ou vous avez mis peut-être des adaptations en place, vous m'avez parlé une fois de mettre éventuellement des petites cloches pour pouvoir le repérer finalement quand il se déplace au sol. Voilà, si vous pouviez un petit peu me toucher un mot par rapport à ça. Oui, c'est ça. Donc, au début, c'est quand même facile parce qu'il reste dans son parc ou dans son relax, donc c'est très facile à savoir où il est et à gérer. À partir du moment où il commence à ramper, il faut toujours bien écouter où il va et quand il joue avec des jouets, bien s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose de dangereux, donc une bille ou une pièce qui soit par terre ou des choses comme ça. Parce que malgré tout, c'est pour ça. Pour vous, c'est pas évident, on va dire. Un couple, ils peuvent voir de loin et dire, là, il y a un souci. Il y a un danger, vous devez être plus attentif. Émilie, ça a été le seul petit enfant à la maison. Du coup, on savait qu'est-ce qu'il y a autour d'elle. Avec Alexandre, maintenant, c'est un peu plus différent parce que... Il y a les jouets d'Émilie qui se mélangent avec les jouets d'Alexandre. Et on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'il y a autour. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez sécurisées? Pas vraiment. On a trié déjà les jouets. On a vraiment essayé de laisser les jouets d'Alexandre accessibles à Alexandre en bas. Et on a dit à Émilie, les jouets qui sont plus dangereux, les mettre en haut dans sa chambre. Ou Alexandre n'a pas d'accès. Ou Alexandre n'a pas accès. Après, oui, au début, quand il rampait, on a essayé de mettre une petite clochette qu'on mettait à ses vêtements. Quand Émilie a commencé à marcher, on a mis des chaussures qui couinaient. Allez. Comme ça, on entendait par où elle marchait. Et voilà un peu ce qu'on a mis en place, quoi. D'accord. Pour tout ce qui est un petit peu les premières panades, ça a été compliqué pour vous, ça? Comment ça s'est passé? Déjà, Émilie, elle n'aimait pas trop manger. Elle aime toujours pas beaucoup manger. C'est pas une mangeuse. C'est pas une bonne mangeuse. De base. Mais oui, à la cuillère, elle voulait pas. On a essayé un petit peu au début, elle a mangé pas beaucoup, mais finalement, ça commençait à bien marcher quand on a commencé à donner nourriture en morceaux.
Et là, c'était beaucoup plus facile. Mais oui. Pour nous, c'était un peu plus compliqué au début d'essayer de trouver une bonne manière de trouver sa bouche sans trop renverser la nourriture. Est-ce qu'on se met face à l'enfant ou alors est-ce qu'on prend l'enfant sur nos genoux ou alors sur le côté. Et finalement, qu'est-ce qui a été le plus facile pour vous comme méthode? Galina la prenait sur ses genoux. Toi, tu me mettais sur ses genoux? Pour que je sens où elle est et j'ai eu plus facile pour le donner comme ça. Et donc tu donnais avec la... Voilà. Je le tiens avec une main et avec la même main, je guide la cuillère et avec l'autre main, je vérifie sur la bouche. D'accord, ok. Et toi, Bertrand? Moi, comme je vois encore un petit peu, je me mettais fort proche et je regardais où elle était. Et j'essayais de viser plus ou moins, mais c'est sûr que ça faisait beaucoup de dégâts, quoi. C'est ça. Maintenant, avec Alexandre, ça se passe beaucoup plus Alexandre facilement. est un grand mangeur, du coup, lui, il faut même pas chercher la bouche, c'est la bouche qui vient. C'est ça, c'est plus facile dans ce cas-là. Oui, là, c'est vraiment très simple. D'accord. Mais on a eu d'autres difficultés. Par exemple, les enfants, il faut leur donner des vitamines D. Vitamine D qui en gouttes. Ah oui. Mais ça n'existe, c'est toujours des systèmes que tu dois, une petite bouteille que tu retournes et ça tombe goutte à goutte. Il faut doser 10 gouttes. Et il faut compter 10 gouttes. Mais et ça doit on pas être n'a évident. jamais trouvé une solution pour ça. Oui. Donc de temps en temps, on avait trouvé, je pense, un produit qu'on devait donner 1 ou 2 fois par semaine. Et là, on allait à la pharmacie avec Émilie. Et Alexandre, comme il est à la crèche, là c'est la crèche qui donne... C'est la crèche qui s'en est occupée. Ouais. Donc de temps en temps, il rate un peu. Ou c'est une autre difficulté, c'est genre, c'est encore des gouttes, mais c'est des gouttes pour mettre dans le nez ou dans l'œil. Ça, on n'a pas trouvé moyen de... Ouais. Oui, c'est pas toujours, c'est pas évident effectivement. Il y a des médicaments qu'il faut donner, par exemple une telle quantité qui est assez minime. Mais là, on a pris une seringue et on a fait une trace sur le piston. Oui. Comme ça, quand on arrive à cette trace, ça veut dire qu'on a autant de millilitres dans la seringue. C'est ça, et que vous Et êtes ça, on peut à la bonne donner- quantité en tout cas. Et là, on peut donner à l'enfant, quoi. Ou une seringue qui fait 2 millilitres, s'il faut... On a quelques seringues comme ça qui nous servent pour bien doser. Ouais. D'accord. Alors, ensuite, un petit peu pour continuer dans l'évolution de l'apprentissage, une fois que on va dire Amy a commencé à grandir, à dépasser l'âge de 1, 2, 3 ans, est-ce que Amy s'est rendu compte que vous étiez déficient visuel ou voilà, est-ce que vous lui avez expliqué à un moment vers quel âge à peu près on commence à parler de ça et à l'évoquer ou éventuellement à mettre des choses en place par rapport à ça? Ça se fait très naturellement chez nous. Oui. Ouais. Elle s'en est rendu compte vers quel Toute âge? seule, elle a joué avec nos cannes. Ouais, je pense. Et elle vous a demandé, voilà, vous voyez pas ou Après, pour elle, c'est normal, quoi. Donc, comme c'est ses parents, c'est les personnes qu'elle connaît, c'est les personnes de référence. c'est ça. Mais elle s'est rendue compte quand elle a commencé à plus sortir ou voir la famille qui sait interagir avec elle, avec le visage, lui faire des sourires, répondre aux sourires. C'est Que ça. nous, on ne sait pas répondre Oui, c'est ça. aux sourires. C'est compliqué On n'a peut-être. pas la communication non verbale, c'est Ouais. plus compliqué ça. Mais du coup, elle essaye aussi de jouer avec ça. Donc, de temps en temps, quand tu l'appelles, elle ne répond pas. Il faut vraiment la chercher. Mais oui, voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Mais c'est pas vraiment méchant, quoi. Mais Bien sûr. Ils jouent. Les enfants jouent avec ça, quoi. C'est ça. Est-ce qu'elle, ça lui est arrivé éventuellement de, entre guillemets, quand t'es petit, t'es un petit peu filou, voilà, de profiter peut-être un petit peu de ça ou, Ouais. Ouais. Ouais, Déjà, chaque enfant profite. Un petit peu, ouais, c'est ça. Ça Chaque revient. enfant teste. elle va C'est voilà, il teste elle un laisse petit peu. cacher. Avec moi, elle profite plus, forcément, parce que Oui. je ne sais pas capter qu'est-ce qu'elle fait. Par exemple, elle aime bien allumer la TV et de dire qu'il Elle est éteinte. Ben ça, c'est déjà un peu plus tard. Elle allume Oui, c'est la un peu télé, plus elle tard. met le son au minimum et voilà, elle dit à sa maman que la télé n'est pas allumée. D'accord. Du Moi- coup, tu moi- t'en rends moi- pas compte, Moi, quoi. je ne peux Ouais. pas la capter. C'est ça. Et moi, je le C'est vois. c'est pas évident, hein. Ouais. Mais sinon, elle aide beaucoup. Donc, on a toujours dit qu'on voulait pas que notre enfant soit notre guide.
Ça se fait naturellement, quoi. Quand on est dans la rue, maman, attends, je vais t'aider, maman, viens ici, papa, attention, il y a un piquet, il faut aller sur le côté, là, il y a des travaux, il faut traverser. Mais ça, c'est pour vous avoir accompagné plusieurs fois en balade, ça, c'est vraiment génial, où on a votre petite fille du haut de ses 4 ans, 4-5 ans, qui est là et qui vous dit maman, fais attention, il y a une flaque d'eau. J'ai pu assister à ça et c'est vraiment magnifique. Ou dans le magasin, elle nous dit c'est ici le fromage qu'on a l'habitude de prendre, ou les bananes, ou les fruits. Ou ici il y a les pommes. C'est ça. Mais ça, c'est tout simplement magnifique et elle le fait finalement naturellement. Absolument naturellement. Elle s'en rend compte et vous avez pas nécessairement besoin de lui dire quoi que ce soit, c'est elle qui le fait d'elle-même. Mais faut Alex. Il y a de l'ambiance. Mais du coup, c'est aussi une éducation. Enfin, on en a parlé, mais on a eu une fois une anecdote, c'est que on devait aller dans un magasin c'est où ils vendent des figurines et un peu des mangas et des choses comme ça. Oui, un magasin de jeux, quoi. Ouais. Et du coup, moi j'ai été avec Émilie. Et à la caisse, il y a toujours des petits paniers avec des petits bonbons. Dans chaque magasin. Comme dans tous les magasins, ouais. Et donc je paye l'article qu'on a acheté, on part, on revient à la maison. Et là, j'entends qu'elle joue avec un jouet. Et comme on disait tantôt, on écoute beaucoup ce qu'elle fait pour voir s'il n'y a pas de problème. Et là, on entend que c'est un bruit qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Ouais, c'est inhabituel. Ouais. Donc Émilie, oui. C'est avec quoi que tu joues? Une boule. Viens montrer. Émilie, viens montrer le jouet. Donc elle vient, elle T'avais me déjà montre. flairé l'histoire? Ouais, elle me dit ça c'est pas normal. Ah ouais. Donc elle me le montre, je dis mais Émilie ça vient d'où ça? Mais je l'ai eu et je dois trouver où? Mais dans le magasin, c'était à côté de la caisse et j'ai pris en secret. Et tu comprends en fait qu'elle l'a pris, elle l'a mis dans sa poche. Comme elle sait bien qu'on le voit pas, elle l'a mis dans sa poche, on est parti. Et tu n'en avais pas rendu compte forcément? Moi je m'en suis pas rendu compte. Non, on s'est pas rendu compte. Et pour elle c'est pas mal, elle se rend pas encore compte qu'il faut payer ce que tu prends. Donc elle voulait le prendre sans que nous on le sache. Et donc voilà, maintenant à ce moment-là on a dû l'expliquer, Émilie, non, dans un magasin les objets ils sont à vendre, donc quand tu prends quelque chose, si on n'est pas d'accord, tu le prends pas, mais il faut pas partir sans, ou au pire tu viens à la caisse, tu nous le demandes. Il faut le payer. Il faut payer tout ce que tu prends dans un magasin. Il faut que tu nous dises qu'est-ce que tu prends pour qu'on sache. Et ça il faut savoir lui expliquer que non, en prendre en secret, tu peux pas le faire dans un magasin. Ouais, déjà prendre en secret, c'est une manière jolie de le dire. Voler. J'avoue, c'est très mignon. Dans sa façon. Mais elle, c'était pas du vol, J'apprécie quoi. beaucoup. Ouais, voilà. Donc voilà. On avait ça une seule fois et après elle a compris on que. l'a eu qu'une fois, elle a compris. On n'a plus jamais eu de problème. On a quelques semaines après, on a toujours fait attention en sortant du magasin. On l'a bien. Maintenant, on doit même plus y faire attention. Si elle veut vraiment quelque chose, elle nous embête beaucoup. Elle fait comme tous les enfants, elle peut vous scier jusqu'au moment où vous allez craquer, en tout cas. Voilà. C'est un peu des choses comme ça. D'accord. Peut-être après, on continue un petit peu à avancer, où Amy, qu'on arrive à un moment à l'entrée à l'école, où elle se rend compte, peut-être entre guillemets, que c'est peut-être la seule à avoir des parents extraordinaires. Vous m'aviez expliqué une fois que quand vous allez la conduire ou la rechercher à l'école, que les autres enfants qui sont là un peu autour, vous les entendez parfois un petit peu discuter. Est-ce que c'est quelque chose un petit peu de marrant pour vous? Est-ce que ça vous embête? Vous êtes un peu gêné? Ou est-ce qu'Amy est un peu gênée? Comment ça se passe par rapport à ça? C'est toujours drôle. Ce qui est bien, les enfants, ils n'ont pas de filtre déjà. C'est ça. Ils te disent ce qu'ils pensent comme ça. Et pour nous, on répond toujours bien. Pour nous, c'est naturel. On répond, on explique que ça, c'est une canne pour le déplacement. Ou on est content quand il y a un parent qui explique à son enfant que ça, c'est une canne parce que madame ou monsieur ne voit pas et il l'utilise pour se déplacer. Mais là, des parents qui disent « Chut, tais-toi, il ne faut pas dire ça ». Alors que non, parce que les enfants sont gênés.
Mais les enfants d'aujourd'hui, c'est les futurs adultes, donc c'est bien de leur expliquer. Et puis de savoir, effectivement, voilà, il n'y a pas de question tabou finalement. Non, on peut discuter de tout. C'est mieux de savoir la vérité, les choses comment elles sont. Et bien souvent, Amy, elle explique aussi. Amy, elle explique aussi à ses petits camarades. Maintenant, quand elle est grande, elle explique que ses parents ne le voient pas. Et pour ça, de temps en temps, madame, elle donne des papiers pour donner aux parents. Et Émilie dit non, il faut envoyer un mail. C'est vrai? Ça vite les ordinateurs. Ah, génial. Elle pense aussi à ces petites adaptations. Et par rapport, par exemple, au journal de classe, même si elle est peut-être encore un peu jeune, mais comment donc tout passe par mail pour vous, pour les indications? Oui, beaucoup passe par mail ou tout digital, on va dire. C'est ça. Vous avez convenu ça avec l'institutrice? C'est pas forcément évident, mais on essaie en général avec les institutrices ou instituteurs. Comme ça, vous avez les informations, par exemple. Comme chaque autre parent dans la classe. C'est ça. D'accord. Mais écoutez, en tout cas, c'est vraiment super intéressant. Il y a plein de points que je découvre un petit peu. C'est des choses auxquelles on ne pense pas nécessairement. Mais ce qu'on essaie de faire depuis qu'elle est toute petite, c'est qu'elle aille facilement vers les autres. Oui. Donc depuis qu'elle est bébé, on parle toujours d'Émilie, mais ça se rejoint avec Alex, c'est la même chose. Mais du coup, on a toujours essayé de la mettre dans les bras de... Pas tout le monde et n'importe qui, mais tout notre entourage. Et ça veut dire que quand elle a commencé la crèche et l'école, elle n'a jamais eu peur d'aller vers les autres. Et encore maintenant, elle est contente de voir de nouvelles personnes. Elle est très sociale. C'est ça, oui, ça c'est vrai que pour l'avoir aussi, elle n'a pas du tout peur. On l'a rencontrée régulièrement. Elle est très curieuse. Oui, c'est ça. Elle n'a pas peur d'aller vers l'autre. Non, c'est vrai que et ça, c'est facile, quoi. Elle est vraiment débrouillarde. Petit point aussi, ce qui est bien, c'est que donc, tu parles, toi, tu leur parles en bulgare. Oui, depuis la naissance. Depuis la naissance, tu leur parles en bulgare et toi, Bertrand, en français. Et on fait la même avec Alex. Avec Alex aussi. Et maintenant, Émilie, elle est bilingue, bulgare-français. Voilà. Et elle te parle en bulgare, à toi, Galina. Et, on communique absolument en bulgare. Et avec toi, en français. Ouais. Allez, ça c'est vraiment finalement, elle est capable de communiquer bien avec facilement, ma famille, facilement avec ses cousins, ses grands-parents. C'est important, je pense effectivement qu'elle ait cet apprentissage et ça. C'est bien que ça fait une gymnastique dans sa tête aussi et ce sera plus facile pour d'autres langues ou d'autres matières. On imagine plus tard. Tout à fait. Non, ça c'est aussi, je pense, vraiment important. Ouais. Et donc, après toutes ces années où finalement vous avez un peu appris à gérer la paternité avec Émilie, vous avez donc décidé de remettre le couvert, en tout cas, avec notre Mister qui est là, ici, en train de s'incruster avec nous dans la vidéo. Du coup, ça a été les mêmes démarches. Ça a été les mêmes démarches, mais est-ce que vous vous êtes dit on veut un deuxième enfant? Est-ce que... Oui, depuis qu'Émilie avait 2 ans, on a relancé l'histoire. On s'est dit on fait plus naturellement parce qu'on a joué une fois avec le feu. Comme c'était une chance sur 2, on s'est dit on a eu une fois de la chance, on n'aura pas une deuxième fois. C'est ça, ouais. Donc, et on a fait 2 fois un cycle de stimulation in vitro, ça donnait rien. Et un peu plus tard, on s'est dit on essaiera une vraiment dernière fois. Mais cette fois, on était vraiment décidés. Si l'embryon est malade, directement. C'est ça, donc c'est finalement exactement le même procédé que vous avez eu avec Émilie. Avec Amy. Ouais. Et finalement, vous avez eu un copier-coller. Mais là, du coup, comme on a dû le faire aussi naturellement, on a de nouveau eu le test à 11 semaines, 2 semaines d'attente. Oui. Et ces 2 semaines-là ont vraiment été longues parce que, de nouveau, on a eu une fois de la chance. On s'est dit, on n'aura jamais 2 fois de la chance. C'était pendant le Covid. Il fallait de nouveau retourner à Bruxelles. Donc là, on avait demandé si on pouvait le faire en visio. La dame a dit oui, mais il faut la caméra et il faut que les 2 parents soient devant la caméra. Ouais. Et donc là, tu es chez toi, t'attends. La dame t'appelle. Et voilà, et t'as le résultat.
Et du coup, on a eu 2 bonnes nouvelles. On a eu... il est pas porteur d'un handicap. Oui. Et c'est un garçon. C'était un petit garçon. Voilà. Du coup, on a eu Les deux sexes. les 2 sexes, ouais. Les deux sexes ou là finalement... Le petit couple. Voilà, j'étais là quand vous avez annoncé la bonne nouvelle et c'était voilà, c'est un moment incroyable en tout cas où ouais, vous avez senti Parce que de nouveau, soulagé, ouais, très voilà. heureux et puis avec cette phrase voilà maintenant entre guillemets on peut mourir tranquille comme tu avais dit. On a les deux quoi. C'est ça. Ok, alors par rapport un petit peu aux personnes voilà, que vous pourriez croiser dans la rue ou dans vos domaines professionnels respectifs, est-ce que vous avez eu un petit peu des remarques de gens peut-être qui se sont voilà, un petit peu inquiétés ou voilà, qui se sont adressés à vous comment ça s'est passé tout ça? Chaque fois, les choses qu'on entend, c'est « Oh, c'est formidable, oh, c'est incroyable, oh, c'est exceptionnel d'être parent en ayant ce handicap-là ». Et nous, on répond chaque fois qu'en fait, c'est juste naturel. On est des parents comme tous les autres, C'est ça? avec peut-être un tout petit peu plus de difficultés, mais déjà, c'est pas évident d'être parent. Et pour nous, c'est juste... C'est un peu comme tout. Souvent, on dit, quand on fait des courses, comme vous faites pour aller au magasin, on dit, on fait comme tout le monde, on est sans doute plus lent que les autres parce qu'il faut regarder plus près, il faut demander, il faut chercher beaucoup plus que les autres. Et je pense qu'être parent, c'est la même chose. On fait comme tout le monde, mais plus lent, du coup. On touche en plus, parce que finalement, on pense qu'on ne voit pas, on touche plus et on est plus tactile. Ouais. Et c'est notre manière de voir les choses. Mais de toute façon, je suis persuadé qu'il y a plein de parents, entre guillemets, qui n'ont pas de soucis, mais qui galèrent autant. Oui, voilà, je pense que c'est effectivement pas inné, c'est pas quelque chose qui s'apprend. Donc, je pense que tout le monde passe par des phases de galère et que ça doit être loin d'être évident pour tout le monde. Et il y a bien des parents qui ont... Pour les gens, c'est surtout bizarre qu'on a 2 enfants, que tous les deux on ne voit pas bien, rien du tout, et qu'on n'est pas entouré tout le temps par des gens qui nous aident, c'est la vérité, parce qu'on a juste une femme à ménage. Ouais, ça on a toujours dit, on voulait faire le maximum de nous-mêmes, on ne voulait pas dépendre de services, voilà, d'être encadré par entre guillemets 100 000 personnes. Voilà, c'est ça, on voulait tout faire. Voilà, vous vouliez vraiment le vivre à fond et pas passer effectivement. Pour ça, on est devenus parents pour bien avec assumer. Des adaptations, certes, mais pas voilà, avec des aidants qui soient là autour de vous en permanence, à vous fliquer entre guillemets. Oui, c'est ça. On veut vraiment le faire. Chacun veut trouver, enfin, vous vouliez aussi trouver un petit peu votre propre manière à vous finalement. Ouais. Mais parfois, ça nous joue un petit peu des tours parce que avant la naissance d'Emilie, on avait été voir les objets qui existaient pour les enfants et on a vu il y a les écharpes de portage et les porte-bébés. Oui. Donc au début, on a toujours dit on n'aura jamais de poussette, on fera tout avec le porte-bébé. Parce qu'on ne sait pas comment ça va aller. On ne savait pas comment ça allait aller, donc nous on s'est dit la poussette, on ne va pas savoir la conduire et le porte-bébé, au moins tu mets le bébé sur ton ventre et t'es parti. Au final, ma mère nous a quand même offert une poussette. Et on l'a quand même beaucoup utilisé. Comment ça se passe d'ailleurs les sorties en poussette? On en vient là. Parce que moi je marche avec... Quand on marche à 2, moi je marche avec la canne et je balaye pour nous 2. Tu vas devant? Non, je me mets sur le côté. Donc là je parle sans la poussette. Je parle sans la poussette. Ah oui, sans la poussette. Juste moi et Galina. D'accord. Donc c'est moi qui balaye avec la canne et on se tient le bras. D'accord. Mais du coup quand on a la poussette, on ne sait pas balayer avec la canne devant la poussette. Donc en fait, la poussette prend le rôle de la canne, on va dire. D'accord, voilà. Donc je fais toujours des trajets que je connais, je le fais dans la lumière, comme je vois encore un petit peu. Je vais jamais dans des trucs dangereux non plus, mais dans ma ville, on va dire, dans les rues que je connais. On connaît. Mais donc, du coup, ça veut dire que les gens, parfois, voient qu'avec la poussette, on fonce dans un piquet. Ah oui, d'accord. L'enfant est protégé devant la poussette, il y a une espèce de repose-pied, il risque rien, on marche doucement et voilà. Mais c'est vrai que de temps en temps, les gens doivent se dire, qu'est-ce qui se passe? Et après, parce que là, vous avez pas la canne, donc les gens ne se rendent pas compte. Directement. Mais c'est déjà arrivé, on va à l'hôpital, on demande où se trouve le bureau d'admission. Et la dame nous dit, là-bas au panneau, il y a écrit. Mais non, on ne voit pas tous les deux. Oh, pardon, désolé. Ouais, c'est ça.
voilà, ils se rendent compte très vite et puis tout se passe bien. Et moi-même, je ne prends jamais la poussette parce que je ne suis pas capable de la conduire. Oui. Finalement, si je suis toute seule, je suis toujours avec le porte-bébé ou l'écharpe de portage. Tu préfères, c'est ça, l'écharpe de portage. Même si je veux, je ne peux pas faire avec la poussette, donc je ne fais pas. Oui, moi je le fais parce que je vois encore un petit peu, donc ça c'est quand même plus facile, quoi. Quand vous êtes avec Amy maintenant qui a grandi, elle vous aide aussi parfois avec la poussette. Oui, mais elle est petite encore pour la poussette. Ouais, non, Amy, elle ne conduit pas la poussette. Mais elle se met peut-être devant. Elle est juste à côté de nous. Non, elle se met à côté de nous, mais parfois quand il y a des travaux ou quoi, elle nous dit attention, papa, il faut tourner parce qu'il y a une barrière. C'est ça. Ouais, non, ça, mais elle guide pas la poussette, mais elle dit ce Elle qu'il nous faut faire. prévient oralement. Ou ça m'arrive que je sors toute seule avec elle et on promène à deux. Pour elle, voilà, c'est pas Émilie guide-nous. Hein. Pour Amy, c'est normal, c'est naturel, c'est comme si évidemment naturel. D'accord. Est-ce que voilà, il y a peut-être d'autres difficultés auxquelles vous pensez qu'on n'ait pas abordées dans cet entretien, des choses que j'aurais peut-être pu oublier et qui vous semblent vous évidents, mais Émilie dessine sur les murs, mais on n'est pas au courant. C'est vrai, par exemple, mais ça c'est une anecdote vraiment très intéressante. Comment vous avez appris que Émilie dessinait sur les murs chez vous C'est notre femme à ménage qui vous a indiqué l'information. Qui nous a dit ça. Mais ça aussi, ça doit rentrer dans l'éducation, parce que un enfant, quand il fait une bêtise, si tu le reprends tout de suite, ben voilà, il se rend compte, ça je peux pas faire parce que je viens de me faire engueuler ou j'ai reçu des remontrances. D'accord. Que quand Émilie elle dessine sur les murs, il faut peut-être 2 semaines avant qu'on s'en rende compte, parce qu'il faut que quelqu'un le voie et après qu'il nous le dise. Et mais du coup là, il faut l'expliquer, il faut vraiment prendre du temps à dire Émilie, ce que tu as fait là, c'est pas bien, il faut pas le faire parce que ça abîme les murs. Et c'est comme ça pour tout, hein, quand elle coupe des cheveux, quand elle dessine sur ses mains, Chez nous, c'est beaucoup à l'oral, on discute beaucoup, on essaye de faire comprendre. On essaye de lui expliquer. Alexandre. Il est en forme, hein. Ouais. Si vous aviez un message à faire passer à d'autres personnes porteuses d'une déficience, d'un handicap, voilà, j'ai rencontré pas mal de personnes et j'ai beaucoup eu ce discours. Voilà, non, mais j'ai un handicap. Pour moi, je ne veux pas avoir d'enfant. J'ai pas envie, voilà, effectivement, de transmettre mon handicap à ma descendance. Voilà, je peux effectivement le comprendre, mais il y a ce petit côté parfois ça me rend un peu triste. Voilà, est-ce que vous auriez un message peut-être à faire passer à d'autres collègues éventuellement qui voudraient avoir un enfant et finalement ils sont peut-être un peu inquiets, ils ont un peu peur. Qu'est-ce que vous leur diriez ? Ça, c'est un choix. C'est au niveau de tes sensations. Soit tu veux pas d'être parent. Après, c'est une deuxième chose, la transmission des maladies. Heureusement, on est dans le 21e siècle. 21e siècle. Pardon, 21e siècle. Il y a moyen de faire tout le suivi médical, voir est-ce que tu peux ou pas transmettre ta maladie. Tu peux te suivre, tu peux vérifier, tu peux faire tout ce que tu peux faire pour éviter la transmission. Pour être sûr, oui. Et après, c'est d'abord se renseigner et après faire ton choix si tu veux vraiment être parent en toute sécurité. Voilà. C'est juste pour préciser que même si les deux parents sont entre guillemets normaux, il y a autant de possibilités d'avoir un enfant tout à fait. handicapé. Finalement. Parce que nous deux, on a des parents normaux, encore une fois, entre guillemets, mais nous deux, on est avec des maladies. Bertrand ? Oui, c'est ça, comme Galina a dit, du coup, ça c'est d'être parent, voilà, si on veut être parent, tout le monde est sur le même pied d'égalité, tout le monde va avoir les mêmes difficultés, tout le monde va avoir les mêmes joies, les mêmes bonheurs. Mais de décider où, si tu veux, enfin,
de prendre une décision par rapport à transmettre une maladie, voilà, ça, tout le monde a un peu son avis là-dessus. On a déjà parlé avec des gens qui disaient non, moi, ça me dérange pas du tout. Si l'enfant est porteur d'un handicap, je le garde, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, c'est ça. Et là-dessus, c'est vraiment une discussion. Enfin, c'est chacun son choix, quoi. Il y a pas moyen. On peut pas essayer de convaincre quelqu'un de quelque chose ou d'autre, quoi. C'est vraiment chacun son choix et voilà. Et maintenant, c'est comme Gala le dit. Hein, on avance bien dans tout ça, donc maintenant une personne déficiente visuelle peut être très bien suivie, il y a beaucoup d'adaptations, il n'y a pas de problème avec ça, quoi. Mais je crois que c'était important aujourd'hui, voilà, vous nous expliquiez qu'il y a pour ceux qui auraient l'idée comme vous de se lancer, il y a des choses, il y a des adaptations et voilà, il y a plein de possibilités, et c'est tout à fait réalisable. Vous, en tout cas, pour vous connaître au quotidien, vous le faites vraiment admirablement, et c'est vraiment toujours touchant, en tout cas, de vous voir dans l'évolution de vos enfants, et c'est toujours très touchant. Et félicitations à vous, en tout cas, de nous avoir partagé tout ça. Prochaine étape, l'adolescence, finalement. Oui, c'est ça. Petit enfant, petit problème. Voilà. On voulait dire la suite. C'est l'école primaire. L'école primaire. Les devoirs, le suivi. Et tout ça combiné avec les déplacements pour aller travailler tous les jours, prendre le train, ramener, chercher les enfants. C'est ça, aller les chercher à l'école, à la crèche. Comme tous les autres parents. Donc finalement, voilà, comme tous les autres parents, il n'y a absolument aucun problème avec ça. Non. Magnifique. Ben écoutez, on se retrouvera dans 10 ans pour parler peut-être comment vous avez vécu l'adolescence. Comme on arrive à gérer YouTube et lire tout ce qui se passe, on peut proposer peut-être si on a des sujets qu'on n'a pas abordés ou des questions que les gens se posent, ils peuvent le poser en commentaire et nous on peut essayer de vous ferait un plaisir. N'hésitez pas, on est ouvert, on n'a pas de thème tabou. Tout à fait, donc n'hésitez pas à revenir dans les commentaires, et Bertrand et Galina se feront effectivement un plaisir de vous y répondre. Pour un petit peu arriver à la fin de cette interview, si vous avez suivi un petit peu mes premières interviews, j'aime bien terminer par une petite touche d'humour qui est liée un petit peu à notre déficience. Et donc finalement, est-ce que vous auriez tous les deux une petite histoire assez cocasse qui est liée justement à la paternité et la déficience, le handicap, quelque chose d'un petit peu drôle, une histoire qui vous vient à l'esprit? C'est pas vraiment lié au handicap, c'est plus lié à la parentalité. Oui. Parce qu'on demande Amy si on est quelque part au resto ou au bar, si elle veut bien chercher la serveuse. Et une fois, elle a juste commandé à notre place. Oui, en général, si elle dit « papa, je veux un jus d'orange, un jus de pomme », et on essaye qu'elle soit autonome, enfin pas autonome, mais on essaye vraiment qu'elle ait pas peur d'aller vers les gens. Donc chaque fois on lui dit tu peux aller demander à la serveuse si tu la vois, tu lui demandes et tu reviens. Et de temps en temps on se prend au jeu, donc on demande à Émilie de commander pour nous aussi. Si jamais elle voit la serveuse, elle dit demande une bière pour papa, un verre de vin pour maman et tu peux te prendre un jus. Et une fois on était au restaurant avec des amis et on parle et un jour le serveur il arrive avec son plateau, il dépose, on dit mais on n'a rien commandé. Ah mais si, sa petite fille elle a commandé pour vous. Du coup on s'est retrouvé avec une commande supplémentaire, petite commande, voilà, offerte par Émilie. Génial. C'est là que tu te dis si elle avait commandé une bouteille de champagne, l'anecdote aurait été folle. Elle connaissait pas encore le champagne. Elle a su commander que de la bière et du vin. Allez, ça c'est bien fini. Ouais, voilà. Oui. Mais écoutez, franchement, merci pour votre témoignage et j'en profite même pour glisser ça en fin d'interview où ce petit bout de chou là qui est là et qui met un petit marche peu sur les câbles qui met un peu d'ambiance dans notre interview. Vous m'avez fait l'honneur en tout cas de me nommer oui, exact. De me nommer parrain. Et donc je vous en remercie parce que ça m'a aussi beaucoup touché. Je suis très très fier justement d'être le parrain, de vous suivre un petit peu
C'est plaisir pour nous aussi. C'est partagé. Mais c'est toujours très, très touchant de vous voir. C'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur que vous fassiez partie de cette émission et que vous puissiez partager un petit peu votre vécu parce que on va peut-être revenir dans quelques temps avec d'autres sujets. Certainement parce que vous avez tous les deux des vies professionnelles aussi bien actives. Galina qui vient de Bulgarie et qui est venue ici. Ça aussi, c'est des choses qu'on pourra peut-être effectivement discuter dans un futur. Mais c'était important, je pense, de parler aujourd'hui de paternité. Et vous l'avez fait très très bien. Mes chers amis, je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis dans cette interview avec deux invités vraiment incroyables. Je vous remercie Galina et Bertrand. Alex et Émilie qui n'est pas là mais qui a été longuement mentionné, ainsi que au staff technique qui est là derrière la caméra. Et c'était un chouette moment en tout cas partagé en votre compagnie. Merci à vous mes chers amis. Un dernier mot? Non? Alex, on va couper ça. Merci à vous, on se retrouve très bientôt pour une interview sur la chaîne. À très bientôt les amis.